de l'imagination, du rêve à la réalisation. Du néant à la réalisation. Ça se passe ici, à Renan. Vous êtes machiniste, vous êtes étudiant, vous avez un projet. Dans cet endroit, on peut vous former. La capacité de pouvoir réaliser un rêve, de pouvoir réaliser un projet, Renan met en disposition du matériel, des outils adaptés à chaque âge, à chaque personne et à chaque étudiant, où que vous soyez en Europe ou en Afrique. Vous pouvez lancer vos projets, proposer vos demandes, nous les acceptons au niveau de la communauté congolaise de Renan et vous accompagner avec tous les professeurs qui sont à la disposition de cet atelier. Vous avez tout ce qu'il faut, du matériel pour réaliser votre projet et vos rêves. Vous avez un rêve, vous avez une idée et c'est l'endroit idéal pour réaliser vos rêves. Étudiants, deuxième âge, troisième âge, je parle des retraités. Vous avez tout pour pouvoir réaliser vos projets et vos rêves. Suivez ces reportages. À très bientôt. Alors la Fondation Inartis, c'est une fondation dont le but c'est d'aider les gens qui ont des idées à les réaliser. On est là pour accompagner les personnes, on leur donne 3 choses. On leur donne des outils pour qu'ils puissent travailler, on leur donne des locaux pour qu'ils puissent mettre leurs outils pour travailler et on leur donne des financements pour les aider à avancer dans leurs idées. Alors l'intérêt de la Fondation Inartis, c'est que c'est une fondation de droit privé. Ça veut dire qu'on est libre de travailler avec les partenaires que l'on souhaite. On peut travailler en Suisse, on peut aussi travailler à l'international pour aider que notre modèle puisse aider des gens à l'étranger à bâtir des écosystèmes du même type. On a déjà développé plusieurs projets à l'international, notamment peut-être le plus emblématique, c'est avec la Grèce. On a aidé les entrepreneurs grecs à comprendre comment lancer leur business, comment démarrer leurs activités. Et pour ce faire, on a accueilli les Grecs pendant un certain temps ici, et puis après, on est allé là-bas pour les accompagner dans le développement de leurs prototypes. C'était des locaux qui étaient en passe de devenir une friche industrielle. La ville de Renan a mené la réflexion suivante. On n'a pas envie que ça devienne un espace sauvage, un espace voilà, où on a essayé de valoriser voilà, l'espace en fait. et de permettre en fait à la population de valoriser l'espace. Parce qu'ils auraient pu le louer à une énorme multinationale qui aurait construit des barrières et dit voilà, on fait un espace de développement super secret. L'objectif c'était de laisser à la population l'opportunité d'occuper le lieu et d'en faire quelque chose. Ce qui est intéressant. Donc à quelque part, la volonté de l'État, disons de mettre un espace à la disposition des citoyens qui doivent contribuer au développement de leur circonscription en fait. Exactement. En fait, on se rend compte que les idées sont là. Il y a plein de gens, d'ailleurs il y a finalement beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout en Europe et du monde pour pouvoir occuper ce lieu, parce que justement c'est un lieu où les gens qui ont des idées ont la possibilité de les réaliser. Une sorte de... Donc il y a des gens qui viennent d'autres cieux pour venir justement prototyper leurs idées ici. Oui, absolument. C'est super. Mais c'est quelque chose qui a été réalisé par la ville de Renan, parce que en donnant des moyens aux gens, souvent on pense, quand on dit ah, il faut trouver des moyens, on pense à des moyens financiers. Non, les moyens financiers, ils sont utiles, ils sont même indispensables, mais ils ne sont pas suffisants. Non, on donne aussi les opportunités de réaliser. Exactement. Voilà. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit en mettant en commun des machines, c'est que finalement une machine va être utilisée par beaucoup de personnes différentes, et donc du coup elle va reporter au prorata de chacun, elle va coûter beaucoup moins cher. Et c'est véritablement un investissement que la ville a fait vis-à-vis de sa surface, de sa circonscription. C'est le fait de donner des moyens, donner des opportunités à des gens
Et en fait, la ville récupère des compétences, récupère Des impôts, des dérivés financiers, bien Voilà. sûr, les entreprises, la lutte contre le chômage, Exactement. tous ces éléments. Et c'est quand même une chance. Après, c'est aussi tout l'avantage, c'est que finalement, de nouveau, on n'est pas dans une optique Silicon Valley, c'est la jungle où tout le monde peut arriver avec son projet et puis il y a de la compétition au niveau financier. Il y a la possibilité d'orienter, et c'était l'objectif ici. C'est une démarche qui est orientée pour quelque chose d'éthique. Des projets qui soient éthiques, des projets qui soient utiles, des projets qui s'inscrivent dans une démarche durable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un partenariat, il y a une collaboration entre tous les acteurs pour essayer de faire la promotion de projets qui ont du sens. On a des gens qui sont bienveillants, des gens qui sont ouverts, des gens qui sont accueillants, des gens qui ont envie, et on a la chance, on n'a jamais eu personne qui est arrivé avec des idées radicales, extrémistes. On n'a personne qui est arrivé en disant moi je veux mettre des brevets partout, moi je veux Donc développer. l'objectif, c'est vraiment un développement communautaire. Voilà. Et sachant qu'une fois que le développement est réalisé, chacun en récupère une partie en compétences, en moyens techniques, Donc tout le monde gagne, c'est du gagnant-gagnant. Voilà. N'importe qui a une idée, qui a une envie, qui a un objectif, même s'il est vague, ça peut être tout simplement quelque chose qui reste en tête, qu'on aurait envie d'explorer, il y a la possibilité d'accueillir les gens, de les accompagner et de les former. C'est très important de garder en tête qu'on va partir d'un concept purement théorique et qu'on va accompagner les gens. Donc les gens vont pouvoir gagner des compétences dans la réalisation de ce qu'ils ont envie, en fait, de ce pourquoi ils sont arrivés. Et des fois, il y a une redirection, des fois, on peut améliorer des projets parce que justement, c'est quelque chose qui se fait dans l'accompagnement, dans la réalisation. Et surtout, les gens gagnent en compétences, donc derrière, ils gagnent en indépendance. Et c'est très important que n'importe qui, que ce soit, on a des enfants, il peut y avoir des mineurs qui viennent et qui sont accompagnés, il peut y avoir des personnes retraitées, on a des personnes retraitées qui viennent là, et qui, à la fin, après quelques temps passés ici, ont gagné en compétences, ont gagné en autonomie. Alors, il y a une différence entre technologie et technique. La technologie, c'est les machines. La technologie, c'est les ordinateurs, c'est en fait ce qui va nous permettre d'avoir des moyens de production. Et la technique, c'est ce qui est entre les mains de chacun. La technique, en fait, c'est la capacité d'utiliser la technologie. Ce qui est très important ici, c'est que le fait d'avoir des machines, des vraies machines industrielles, hein, le fait d'avoir des machines professionnelles, ça nous permet d'avoir des moyens de production qui sont difficilement accessibles en tant qu'individu isolé. Mais surtout, le fait d'avoir des experts, le fait d'avoir en fait, des personnes compétentes, ça permet aux gens d'utiliser au mieux la technologie. Et en fait, cette technologie, elle se réalise, elle prend forme sous les traits de projets concrets. Alors, il y a typiquement voilà, un tour à métal. C'est très important d'avoir la possibilité de créer des pièces quand même avec une précision, avec une qualité. En cas typique, en cas absolument typique. On prend un tour à métal. Un tour à métal, voilà, on va pouvoir percer, on va pouvoir tarauder, on va pouvoir créer des pièces qui sont véritablement designées par rapport à notre objectif. Quelque chose de tout simple. Le fait d'avoir 4 dents, 4 morts, ça permet d'avoir un désaxe. Donc ça permet typiquement de créer des vilebrequins. On peut attaquer de l'aluminium, on peut attaquer du titane, on peut attaquer de l'acier. Et ce genre de machine, on peut apprendre à l'utiliser et surtout, on peut l'utiliser pour des besoins extrêmement spécifiques et dynamiques. Après, évidemment,
là, on a quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Si on prend un exemple tout simple, voilà, on a... c'est dommage, là, ça c'est quelque chose avec avance électronique, donc là on peut aller quand même de l'ordre du centième de millimètre. Ça c'est industriel, ça c'est quelque chose qui est vraiment... Alors il a été réparé, il a été retapé, ça c'est aussi l'énorme avantage, c'est qu'on peut récupérer des machines, on peut les entretenir, on peut les réparer. On n'est pas limité, on n'est pas dépendant d'une entreprise qui viendrait la réparer, non, on a aussi des compétences. Et là, on peut produire des pièces pour des camions, on peut produire un truc tout bête. Quand on se retrouve avec ce genre de mandrin, voilà, là on est dans de la vraie industrie, quelque chose qui est... Et on peut aller du micromètre jusqu'à... on peut faire des pièces qui sont précises au micromètre et on peut faire des pièces beaucoup plus grosses pour de l'industrie lourde. On va à un exemple simple. On doit clarifier qu'est-ce que c'est le recyclage. Le recyclage aujourd'hui dans l'industrie, c'est prendre un exemple, le verre. On va prendre le verre, on le va casser en beaucoup de morceaux. On casse l'objet original en petits morceaux. Après, on le va fondre et on va fabriquer de la matière première pour fabriquer un nouvel verre. Ça, c'est le cycle du recyclage. Ça, il y a une consommation d'énergie qui n'est pas tenue en compte. Quand tu vas détourner la fonction d'un objet principal, tu ne vas pas le fondre, tu ne vas pas le casser en 1000 morceaux. Tu le vas trouver tel qu'il est, tu vas faire une petite modification et tu le vas donner une nouvelle application. Un exemple, une bouteille. Tu ne la casses pas, tu le fais un petit trou, tu passes un câble et tu fais une lumière de nuit, des tables de nuit. Ça, c'est un recyclage qu'on détourne l'objet principal, que c'était de boire le liquide, pour qu'il devienne une lampe pour une table de nuit. Alors, en cas typique d'une application sensible, on va dire, une application vraiment qui demande de la précision, là, on a un banc de test. Donc, qu'est-ce que c'est un banc de test? C'est simplement un endroit où on va pouvoir bloquer des machines. Ça, c'est pour la rocket team. Le but, c'est de faire des fusées artisanales, donc vraiment des fusées toutes simples. Pas forcément pour aller jusque dans l'espace, mais pour pouvoir monter à quelques kilomètres ou voire quelques dizaines de kilomètres. Et c'est à la base, l'idée c'était d'avoir des fusées style fusée de feu d'artifice. Et là maintenant, on a l'oxydant, le réducteur, donc on a le carburant avec son oxydant. Et il y a la possibilité en fait de faire des mesures, de caractériser, de dire voilà, on va faire un mélange qui va pouvoir faire, ça c'est les diamants, c'est ce qu'on appelle les diamants, c'est quand on a, les gaz qui sortent et qui sont en fait renvoyés sur eux-mêmes. Ça c'est typiquement quelque chose où à partir d'une idée, on va progressivement construire jusqu'à arriver à une structure solide, efficace, professionnelle et qui est maîtrisée. C'est le plus important dans ce genre de situation, c'est d'avoir une maîtrise, d'avoir une compréhension et une maîtrise dans la réalisation. Alors, un énorme avantage d'avoir des personnes compétentes, des personnes qui sont en fait passionnées mais professionnelles, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des sécurités. Bien utiliser des machines, c'est aussi les utiliser en garantissant leur bon état, en fait, leur entretien, et garantir qu'elles sont utilisées en sécurité pour l'utilisateur. En cas typique, c'est voilà, on appelle ça un éléphant. On a la possibilité de récupérer les gaz quand on fait de la soudure. On va capturer les gaz pour éviter que les gens s'intoxiquent. On va pouvoir protéger les machines de la poussière. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de créer des espaces un peu isolés. Il y a de l'équipement. Il y a de l'équipement de protection, tout simplement parce que l'objectif, c'est d'encadrer et de permettre aux utilisateurs d'acquérir les bonnes pratiques.
Alors là, donc on a, ça c'est d'Iwa, enfin le but c'est d'avoir des sols, enfin des gaz cryogéniques. On a au principe de l'azote et de l'hélium. Le concept c'est que toi quand tu as un réservoir de fusée, tu veux qu'il y ait de la pression, tu veux pouvoir envoyer de la pression le plus fort possible dans le moteur. Cette pression, tu vas utiliser Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'avoir des réserves d'hélium, typiquement, ou d'oxygène, ou d'azote, pour que dans ton réservoir, tu aies un gaz cryogénique, donc de l'oxygène liquide ou de l'azote liquide, qui est au-dessus, et au moment où tu chauffes, il va y avoir une expansion, et ton azote liquide va passer en phase vapeur, et du coup va pousser très très fort, et c'est ça qui te permet d'injecter, d'avoir une injection extrêmement puissante. C'est l'application, je dirais, physique. Voilà. C'est pas seulement chimique, mais aussi physique. Voilà, mais c'est réellement comme ça qu'on utilise la plupart des micro-lanceurs actuels utilisent ce genre de système, vraiment de réservoir d'hélium ou de réservoir d'azote, pour créer cette pression, c'est beaucoup plus efficace qu'une pompe. Une pompe, c'est lourd. Un petit réservoir d'hélium, en fait, c'est beaucoup plus léger. Voilà, c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais nous sommes à un niveau où nous avons vu tout ce qui est matériel, hein, tout ce qui est équipement que vous mettez à la disposition des innovateurs ou des créateurs, disons comme ça, là, parce qu'il faut inventaire, disons, pour faire la part des choses entre invention et innovation. Mais une fois l'idée matérialisée, prototypée, la suite c'est quoi? Alors, il y a la personne qui a fait son prototype, généralement elle va continuer, elle va pouvoir évoluer, devenir une PME, devenir une start-up. Donc les gens qui viennent ici, ils vont pouvoir continuer leur démarche, tout en gardant en pied pour pouvoir améliorer leurs produits, pour pouvoir revenir, pour pouvoir continuer à garder en pied en fait dans l'innovation. En produit, s'il est fini et qu'il n'évolue plus, il est condamné à disparaître. Est-ce qu'il y a un coût à cela? Il paye ou bien c'est la fondation qui prend en charge? Alors, quelle est la collaboration au cas où le produit a un succès? Alors justement, si le produit... donc, le plus gros bénéfice de l'innovation, il se répercute au niveau de la société. En fait, on a beaucoup de startups qui sont arrivées ici. D'ailleurs, c'est l'objectif principal de la ville. Vu que la ville met à disposition ce lieu... On parle de la ville de Renan. La ville de Renan. Quand la municipalité de Renan a décidé de mettre à disposition ce lieu, elle a permis à des gens de créer des startups, de créer des entreprises, de créer des projets. Et ces gens, une fois qu'ils se sont retrouvés ici, ils ont construit un réseau, ils se sont établis, et maintenant ils ne repartent plus. Ils payent des impôts, ils Donc continuent. En réalité, ce qu'ils créent comme objet, enfin, qui était idée, qui devient objet économique, faire en sorte que cela devienne une plus-value pour l'économie renanaise. Donc ils s'installent à Renan, ils développent les activités à Renan, et c'est une obligation, ou bien c'est par... voilà. Alors en fait, il y a ça quelques années, il a fallu 6 ou 7 ans pour que ça se mette en place. Il y a quelques années, en fait, les premières startups ont commencé vraiment à se développer. Donc les startups ont quitté le lieu en fait parce que ça devenait des entreprises. Donc c'était plus du prototype. Et les gens sont restés parce qu'il y avait un réseau de compétences. Donc en fait, si un problème arrivait, ils pouvaient retrouver toujours les gens qui étaient de bons conseils. Et donc en fait, les gens qui se sont formés au travers de ce lieu restent attachés au lieu. Et donc les anciens étudiants deviennent les nouveaux experts. Ah ouais. Et c'est comme ça en fait qu'on peut avoir une véritable plus-value sur le lieu. Enfin, on a deux plus-values sur le lieu, c'est que les gens qui ont acquis des compétences continuent d'évoluer, continuent d'en acquérir d'autres, et donc ramènent de nouvelles compétences. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les gens qui se développent économiquement
ramène des impôts, ramène de la vie, ramène en fait de l'innovation. Et c'est grâce à ça que maintenant, en fait, Renan est en train de devenir un pôle d'innovation parce qu'il y a cette émulation, parce qu'en fait, on a ces ressources, on a ces ressources de cerveau, et ces cerveaux, en fait, veulent rester ici parce que c'est ici Qui participe à l'économie. Voilà. Al moment qu'on doit développer des prototypes pour trouver des solutions, il y a deux façons de le faire. Une façon de le faire, tu as beaucoup d'argent et tu achètes toutes les choses nouvelles que tu vois sur un catalogue. Et l'autre façon de le faire, c'est réutiliser des matériels existants à lesquels on les va donner un deuxième vie ou une deuxième fonction qui n'était pas prévue à son origine. European Rocketry Challenge, ça c'est un concours, en fait, c'est le concours européen où le but c'est d'envoyer une fusée à une certaine altitude et la récupérer. Si on gagne le prix et que finalement on ne communique pas, on a un peu manqué l'objectif. Tout l'intérêt c'est d'être ouvert, c'est d'accueillir tout le monde, d'accueillir les idées, d'accueillir les compétences, d'accueillir les fonds. Et ensuite, ben justement, le but c'est d'avoir une émulation. En cas typique, là voilà, c'est des projets étudiants, donc forcément il y a aussi il y a des profs d'université qui vont aussi pouvoir donner leur expertise. Et à travers ça, ben voilà, il y a APCO, il y a RUAG, il y a des entreprises externes qui vont pouvoir apporter. Alors, ils peuvent apporter leurs compétences, ils peuvent apporter leur expertise, voilà. Éventuellement ils peuvent apporter aussi des moyens physiques, que ce soit de l'argent pour acheter les pompes, l'électronique, ou éventuellement simplement fournir du matériel, des pièces. Ce qui est intéressant, c'est que justement ici on est ouvert à la discussion, on est ouvert aux propositions, et surtout on est ouvert à discuter de qu'est-ce qui est pertinent. Il faut que les gens qui arrivent avec des idées puissent les réaliser dans les meilleures conditions, quitte à modifier éventuellement l'idée, à dire ah moi j'aurais une idée de faire un projet XY. Ouais, mais fais-le plutôt dans telles conditions, utilise pas. En cas typique, c'est les choix des matériaux. Quelque chose qui arrive très fréquemment, c'est l'utilisation du titane. Les gens veulent faire des fusées en titane. Le titane c'est cher, ça brûle très fort, quand d'un coup ça s'enflamme. C'est quelque chose qui est léger, oui, mais qui n'est pas si solide. Et il y a des gens qui arrivent avec des idées et qui étudient, qui trouvent des solutions. Et actuellement, typiquement, l'inox, l'acier inox, ça reste la meilleure option. Mais c'est un débat qu'on a, et il y a beaucoup de gens qui viennent de partout. Hein. Avec les PFL, on a beaucoup d'étudiants étrangers qui participent à ces réflexions, à ces discussions, à cette réalisation. Et c'est en fait, l'objectif, c'est d'avoir un réseau, d'avoir des partenariats, Alors, donc voilà, on voit qu'il y a la possibilité de créer, la possibilité de produire un prototype. Il existe une loi universelle qui dit que si j'ai la meilleure idée du monde, tant que je ne l'ai pas communiquée au monde, j'ai eu aucune idée. Je peux avoir l'objet le plus merveilleux, si je le garde pour moi, personne ne va pouvoir en profiter. On a créé un prototype, on a un objet en main. Cet objet, une fois qu'on peut le vendre, en fait, qu'on peut l'utiliser, il faut passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a un objet, on passe à l'étape suivante simplement en le proposant au public. Ça veut dire du commercial, ça veut dire vendre, produire, distribuer, en faire la publicité. Et là, c'est le moment où le makerspace est moins pertinent. Parce que nous, on crée ici, et ensuite, il faut aller vers les commerciaux, il faut aller vers l'aspect économique, l'aspect distribution. Comme nous l'avons dit,
c'est l'idée qui devient une plus-value économique, mais il y a la partie technique et il y a la partie, comme tu l'as dit tantôt, commerciale, juridique, tout ça. Est-ce qu'il y a on dira, un suivi direct ou une chaîne en fait, qui va de l'idée jusqu'à la matérialisation? Est-ce que vous limitez seulement à l'atelier ou bien vous allez plus loin jusqu'à l'accompagnement commercial? Donc, alors, il y a un accompagnement, c'est intégratif. L'objectif, quand d'un coup les gens voilà, font du prototypage, ont cette réflexion, ont cet objectif de réalisation. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'avoir un accompagnement, et c'est un accompagnement qui est continu. On va accompagner les gens dans la réflexion, on va accompagner les gens au niveau juridique, au niveau économique. C'est beaucoup. Donc vous avez plusieurs départements. Donc là, nous sommes encore au niveau technique. Puis, enfin, technique, je dirais... pratique, de réalisation. Et la partie administrative, vous en avez aussi, donc? Oui, bien sûr. On a... c'est quelque chose qui est très interactif. Hein, c'est quelque chose qui est... Voilà. On a... le bâtiment est grand. Et c'est un peu cet objectif de pouvoir en même temps créer, réfléchir... voilà, avoir les mains dans le cambouis, avoir les Est-ce que vous avez des témoignages de ce qui a commencé ici, de l'idée, prototype, et aujourd'hui s'est développé? Oui, bien sûr. On a la chance. Souvent, les entreprises, plus elles grandissent, plus elles se retrouvent à l'étroit dans les locaux. Mais on a pas mal de startups qu'on peut aller visiter, qu'on peut aller rencontrer. Et qui ont vraiment été accompagnés autant dans la pratique que dans le design en fait, d'une stratégie marketing. Ça, on peut aller les rencontrer, ça c'est quelque chose qui est... Très bien, on va faire un tour, aller voir justement ces entreprises, écouter leurs témoignages. Bonjour, je viens d'Argentine ici en Suisse pour résoudre un problème qu'on a là-bas. Ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. Les problèmes sont des opportunités qu'on va résoudre. On a des phénomènes lumineux qui se produisent pendant un orage, avant l'orage, après l'orage ou pendant l'orage. Ce sont des boules de lumière de la taille de 30 cm, il peut aller à plusieurs mètres, d'une couleur intense, et personne ne connaît comment cette énergie il se peut autoconfiner ce plasma. Aujourd'hui, les centrales nucléaires ont besoin de grands imants pour tenir un plasma confiné. Et la nature, il nous montre qu'il y a une façon d'avoir un plasma autoconfiné. Entonces, on développe un prototype pour des spectromètres portátiles pour essayer de trouver ces lumières, l'analyser, trouver les éléments chimiques qu'il y a à l'intérieur de ces lumières et pouvoir faire l'ingénierie inverse. Bien. L'idée, c'est pouvoir obtenir la signature spectrale des phénomènes lumineux qui se passent dans la nature et pouvoir développer ici, après qu'on a la signature, de façon d'ingénierie inverse, de pouvoir créer un plasma, une nouvelle source d'énergie, une nouvelle approche pour la fission. We are here in your firm. What is your firm? Scientific Visual. We can have your name and... My name is Ivan Orlov. Where are you from? I'm from Russia originally. I'm working in Switzerland for 20 years, so I am founder of that company and I am the CEO, the administrator. Okay, we can have your story here in this foundation, or about what can I say? You have your ID, and today you have your film here. We can have this story, experience. Yes, of course. So I studied in university in Switzerland, and by that time I knew that there is a problem in the crystal industry, that there are some defects in the crystals, but they are not visible before you start cutting the crystal, you start wafering, polishing, etc. So I was thinking if there is an option how to see the defects before the crystal goes to production chain. And usually crystal production is very expensive because you need to polish them, to slice them, and to process it several times for several days. So I was thinking if I can solve that problem scientifically,
with some ideas with optics, crystallography, chemistry, physics. And then, step by step, we start testing some prototypes, and then year by year, we made the company, we start producing the equipment, and now we are established company who is active in making inspection systems for the crystal industry. How long? About 7 years from the start. But don't forget, at the start, we were 2 young students. We didn't have anything except the idea, and then from that moment we decided to test. So it was like maybe 1 or 2 years only for testing the ideas. It really took us a long time before we found how to, the good way how to make the machines out. And what can be your comment for this foundation, this idea to come to beginning for a startup and finished the big film? Well, don't be scared. That's most important. So if you have an idea, just go and test. Do not hesitate. Do not think too long. Just make the first prototype and make it working. Show it to some people around you, so that people around you know that you are working on that project. And you will be surprised, because then there are many people who will come to you and offer the help. I was very much surprised when students from local university start coming to me and say, okay, we would like to help you because you are making something interesting. So don't hesitate to tell to the people around you that you are working on that idea. That will help you. Donc c'est l'exemple parfait que Simon nous avait promis, qu'il y a des entreprises qui ont commencé aussi, des gens qui ont commencé avec des idées, mais voilà aujourd'hui une grande entreprise qui contribue à l'industrie, que ce soit de mobile, téléphone mobile, ou même les téléphones avec une matière première. What I think is really interesting is, first, the problem was about the crystal characterization. Now, if you're also producing and designing the machinery to analyze the crystals, and it's really interesting to realize that from a problem you have a solution, and you have the economic growth of the implementation of the solution. It's not like okay, I can study this crystal. You are able to go further, to start making reflection. You were able to produce dynamic, some people joining you to create machinery, to go further and to offer some solution to others. This is kind of natural story. That's what will happen with you when you start the company. Because initially you believe in some idea, but when after a certain time you understand that you need to correct it. So you will make several pivots during your journey, and when sometimes you understand that market is not very right for you. Sometimes you understand that this is not good timing. Sometimes you understand that you need to switch to another market segment, maybe switch some solutions. But don't be afraid to do that. So you just need to start to go, and then listen to what happens around you, and that may help you to make the decision and to turn slightly the company direction if and when it is necessary. Okay, thank you very much. I don't know, you have Yes, the most impressive thing is the structural samples. This is absolutely amazing. This is sapphire, or? Yes, this is a piece of sapphire which is intended for watch industry. So after polishing, it will end up in your watch cover. watch. Exactly. And as a chemist, I can say that we need, like for infrared spectroscopy, we need the sapphire. We need some. We need to have the alignment right. So we are really we depend on you, basically, and this is explicitly the industry that can help reduce costs of machinery. This is a good way to help people access to high-level machinery. This is also a problem, this problem has a kind of ecological dimension as well, because if you produce many crystals, but they are defective,
and you don't see the defects before you start processing, that means you trash, you waste a lot of material, because first you slice it, then you polish, and then you see the defects. And then if it's too defective, you say no, it just goes to trash. So it will greatly help you if you know that this piece is very defective from very beginning. In that case, you can just reject it and don't spend your energy, your time and your money to process that until very end. That saves you a lot of energy because this is a very hard material. The sapphire hardness is just below the diamond, slightly below the diamond. So this is the second hardest material on the earth. You can imagine how much energy it will require and how much time to split it to several pieces and then to polish them. And only after that moment you can discover the defects. What we call him? See the name from this material. What we call it? It's sapphire. Sapphire. Sapphire aluminum oxide. And where does it come? This comes from Switzerland. This is grown in Switzerland, yes. There are companies who are producing crystals, industrial crystals for watch industry. So And that's one. It's using only on with the watch or Yes. with another thing? This is only for watch because that has a diameter of a watch. So it's easy to just slice it, polish and put it in the watch industry. If you would like to see crystals for our industry, they're usually bigger. They can be 35 kilograms, they can be 80 kilograms, they can be up to 800 kilograms. But they're usually crystals for semiconductor industry, for medical devices and all this big production. Ok, thank you. Quand on parle de l'industrie et de l'horlogerie en Suisse, voilà un petit détail peut-être qui vous échappe. Et nous disons merci. Merci à vous. Bonjour, alors on travaille avec le saphir, qui est un matériau, comme vous avez déjà dû l'apprendre, utilisé pour les montres notamment et aussi dans l'industrie des semi-conducteurs pour fabriquer des LED ou des micro-LED. Et donc le saphir peut être fabriqué de différentes manières. On fait face à des blocs qui sont énormes pour arriver à la taille de chips qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de microns. C'est bien ça. Donc ça c'est un bloc de saphir, il a déjà été découpé. En fait il y a plusieurs méthodes de croissance, mais la méthode de croissance actuellement qui livre les cristaux les plus gros, c'est la méthode Kyropoulos. Et actuellement on arrive à fabriquer des cristaux de l'ordre de plusieurs centaines de kilos, donc je pense que c'était jusqu'à 800 kilos maximum. Donc ici on a étudié déjà des blocs de saphir avec un poids jusqu'à 260 kg. Donc, 260 kg. Voilà. Donc ça fait à peu près 60 cm de haut par 50 par 50 cm de large et de haut. Voilà. Donc là c'est l'image de la surface du saphir, que vous la voyez. Donc elle est assez brute, donc c'est pas du tout une forme régulière. Et puis on arrive à visualiser l'intérieur de ce bloc et à localiser tous les défauts. Donc ici on a les défauts, donc on a plusieurs types de défauts, des défauts de structure, des bulles, des défauts donc, plus ou moins allongés. Et tous ces défauts-là, on va chercher à les localiser pour savoir où extraire le matériau de meilleure qualité. Donc ici, c'est représenté par ces carrés ou ces cercles verts. Donc ça correspond à terme à un bloc découpé. Voilà. D'accord, en fait ça c'est vraiment c'est ce qu'on va une pouvoir carotte, extraire. ouais. Voilà, c'est une carotte dans le cristal même. Et ensuite ces carottes, eh ben, elles sont tranchées pour obtenir ce qu'on appelle des wafers pour l'industrie. Et donc on va tâcher d'éviter tous les défauts parce que ces défauts vont ensuite sinon être transmis dans les couches supérieures qu'on dépose afin de fabriquer des devices donc pour l'industrie des semi-conducteurs. En fait, les moyens de fabrication, c'est d'assembler le saphir. C'est un assemblage d'atomes d'aluminium et d'oxygène. Et donc, on va dans des fours spéciaux fournir ces matières brutes et les chauffer à très haute température, de l'ordre Donc de c'est déjà 2500 traité, il n'y a degrés. pas de la matière première qui sort directement de la terre ou... C'est des cristaux C'est pas des industriels, minéraux, non, disons. c'est pas des cristaux synthétiques, c'est pas des cristaux naturels. C'est synthétique. Donc on arrive à fabriquer du saphir synthétique, mais aussi du diamant synthétique, tout un tas de matériaux. Mais en fait, là, ça veut dire que si on veut, donc ça c'est en cristal. C'est un C'est-à-dire cristal, que- un seul cristal. C'est pas comme
c'est pas un polycristal. Les polycristaux, donc c'est déjà des défauts en soi qui sont assemblés. Ça, c'est un seul cristal. Mais ce qui veut dire qu'en fait, conceptuellement, là-dedans, les atomes d'aluminium et d'oxygène sont empilés au garde à vous, les uns sur les Voilà, de autres. manière très ordonnée, et donc le cristal se propage. En fait, la maille atomique se propage. Donc la maille atomique, elle a une certaine forme, elle peut être cubique, comme pour les cristaux de sel par exemple, ou elle peut être hexagonale, comme pour les cristaux, l'eau par exemple, la glace, c'est déjà un cristal. Et donc cette maille-là, elle est répétée dans tout le cristal. Et quand elle est répétée de manière, donc les atomes s'empilent de manière ordonnée, mais quand les atomes ne viennent pas à la bonne position, on crée ce qu'on appelle un défaut. On travaille donc avec d'autres types de saphirs. Donc, par exemple ici, on a un saphir de différentes couleurs. Il a été dopé, je pense, avec du titane. Et puis on a du LTLN. On a aussi des matériaux piezoélectroniques. On travaille aussi avec d'autres types de matériaux, des matériaux qui vont servir à haute puissance, comme le carbure de silicium, le nitrure de gallium, qui servent à fabriquer en fait des transistors haute puissance, haute fréquence aussi pour le nitrure de gallium. Donc ça touche pas seulement les terres électroniques existantes, mais ça va toucher Yes, bien exactly. So Un cas assez des typique. typiques pour l'industrie. Mais merci beaucoup, madame, pour Merci. cette illustration et ce témoignage. Et on espère que les gens vont nous suivre et peut-être qu'ils pourront vous contacter pour soit l'échange des technologies, pourquoi pas pour les marchés. On avait dit de l'idée à l'économie. Merci. Merci infiniment. Voilà, nous avons assisté au traitement des saphirs. C'était ici où vous voyez les bureaux qui sont là. Nous allons changer le décor pour que vous puissiez voir d'autres projets qui sont en réalisation. Suivez-moi. Alors, moi, c'est Thibaut. Je viens de l'ECAL, d'année propédeutique en design industriel, qui est justement la fabrication, l'imagination de meubles ou de petits objets. Et là, je suis en train de réaliser un travail pour un complément au gymnase, et plus précisément important. Donc, important, c'est un meuble où on met justement les habits accrochés au cintre dessus. Et moi, j'ai une petite contrainte justement qui a rendu la tâche un petit peu plus difficile, où justement je devais utiliser ni vis, ni clou, ni colle, juste des emboîtements qui permettent en fait de venir soutenir déjà toutes les pièces les unes entre elles, mais aussi après venir en fait justement placer une corde qui, mise en tension en fait, va venir tout, on va dire accrocher, venir tout serrer en fait les pièces les unes aux autres. Donc du coup, on se retrouve aux ateliers de Renan ici, car l'ECAL est fermé maintenant, on a une présentation de diplôme, et en propédeutique on a fini déjà depuis 2 semaines et demie. Donc du coup, me voilà aux ateliers de Renan en train de perfectionner mon objet. Parce que les ateliers de Renan, il faut savoir, c'est quelque chose, c'est plutôt un lieu déjà assez accessible, il y a beaucoup de personnes, on a aussi beaucoup de personnel, beaucoup de machines, qui est vraiment pas mal. On a toute cette partie bois, mais aussi toute une partie métaux, plus on va dire CNC, donc tout ce qui est machine, que je n'ai pas les connaissances pour plus en parler, mais justement on a tout en fait cet espace assez aussi convivial, on rencontre pas mal de personnes. Moi j'ai rencontré beaucoup on va dire des gens ici qui me sont venus en aide et qui proposaient aussi on va dire un ou deux petites réflexions par rapport à mes objets pour les améliorer et tout. J'ai aussi pas mal de collègues de l'ECAL de l'année propédeutique qui étaient ici, donc du coup c'était aussi les collègues de l'ECAL, donc voilà pourquoi. Moi je suis très bien accueilli, à chaque fois je dirais il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais quand il y a du monde on se dit toujours bonjour, il y a toujours on va dire cet aspect très convivial, très comment tu vas, on fait un petit peu la conversation, après chacun est à son poste. On discute aussi les uns avec les autres, donc du coup, je suis bien accueilli. Ouais.
sommes où on vous guide, on vous oriente, c'est du coaching en fait. La partie administrative de votre projet, la partie bureautique de votre projet, ça se passe ici. Nous allons rentrer afin que vous puissiez voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors ici on est dans un incubateur de start-up donc, situé à Lausanne. Cet espace qui est derrière moi est utilisé 4 mois par an pour une centaine de différentes startups qui viennent, comme tu l'as dit, booster leur activité. Ils ont des coachs qui interviennent pendant ces 4 mois localement dans des salles de réunion pour leur proposer des conseils sur tout ce qui est incorporer une entreprise, l'IP, typiquement poser des brevets, sur pas mal de débats légaux qui seront nécessaires à notarier une entreprise. Et il s'arrive aussi pour tout ce qui est partie comptable, donc on a des experts comptables qui viennent donner leur avis. Il y a des gens qui travaillent pour Roche, pour Novartis, qui donnent leur temps en tant que spécialistes de pharmaceutique, de agroalimentaire aussi, de marketing, de ressources humaines pour pouvoir coacher les entreprises qui sont souvent, quand elles arrivent ici, à un stade assez jeune. Elles ont soit pas encore vendu de produit, soit elles sont en train de vendre leur premier prototype. Et donc le marketing, le développement commercial qui en suit doit maturer. Et c'est pour ça que les coachs arrivent et essaient de pousser le développement de ces entreprises dans la bonne direction. Et c'est réservé seulement aux locaux ou bien vous travaillez avec le monde entier? On travaille ici, donc moi je ne fais pas partie de Mash Challenge. Moi j'ai été une des startups qui a fait partie de ce. Ah, vous êtes vous-même aussi participant, ouais, effectivement, en 2016. Ah ouais? Ouais, nous on fait des prothèses imprimées en 3D et on a participé à cet incubateur qui nous a beaucoup aidé et on est tellement aimé que maintenant on est ici dans le bureau qui est juste derrière la caméra. On a 250 mètres carrés sur tout le bâtiment, mais au départ on a commencé, on était 3. Ben, on a appris que vous organisez, c'est quoi, le concours de start-up ou bien la présentation. Exactement ce que vous faites, parce qu'on voit là, ça se prépare, hein? Ça s'annonce. Ouais, donc l'incubateur, il y a 2 formats. Donc les startups viennent ici et passent 4 mois où elles ont des bureaux à disposition si elles en ont besoin. Il y a des coachs qui viennent et qui font des présentations. Il y a des coachs qui les suivent, qui peuvent appeler par Zoom quasiment toutes les semaines. Et à la fin des 4 mois, les startups présentent leur business model et elles ont l'opportunité, à travers la présentation de leur business model, de gagner un prix. Donc les meilleures startups parmi toutes celles de cet environnement vont gagner jusqu'à 100 000 francs. Et après, vous restez en contact ou bien vous les propulsez seulement quand vous dites que vous êtes accélérateur de startups? Ils restent en contact avec vous ou bien? Alors, l'environnement Motion Tech, donc Mash Challenge, donc c'est un incubateur qui est présent en Israël, qui est présent aux États-Unis, qui est présent ici aussi. Donc il y a plein de différents hubs au travers le monde. Et ceux qui ont participé sont du coup des alumni. Donc ils ont accès à des plateformes sur Internet où ils peuvent échanger avec tous les autres entrepreneurs pour demander des conseils sur plein de choses. Souvent il y a des groupes WhatsApp entre toutes les startups et les gens qui ont créé des liens pour s'entraider aussi. Quelqu'un connaît un notaire, quelqu'un connaît des avocats, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là. Donc il y a beaucoup d'entraide qui se créent une fois avoir participé pendant 4 mois à la même expérience de développement. On vous a trouvé en plein travail, on ne va pas trop prendre de votre temps. Un contact, est-ce que c'est ouvert? Tout le monde peut vous contacter. Comment vous contacter? Parce que nous travaillons plus pour les liens avec les universités d'Afrique. Ouais. Je crois que le monde va nous suivre aussi. Mais il y a aussi des jeunes entrepreneurs qui sont un peu, je dirais, perdus. Des entrepreneurs, moi je dirais en herbe, hein, Oui. des profanes, mais qui souhaiteraient être aussi encadrés. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Vous pouvez les coacher? Vous pouvez organiser ces liens, ces réseaux ou bien? Oui, bien sûr. Alors, il y a sur la plateforme Mash Challenge en particulier du pays. Donc là, c'est Mash Challenge. Donc j'imagine que vous pouvez l'écrire sur l'écran, mais Mash Challenge Suisse. Sur le site internet, il y a des adresses email et les gens de Mash Challenge sont plus que contents de pouvoir répondre à toutes les demandes entrepreneuriales.
et à aiguiller dans la bonne direction, et même à ce que vous posiez un dossier pour participer à un match challenge ici. Comme vous avez demandé au début, est-ce qu'il n'y a que les gens locaux ou est-ce que tout le monde participait? Tout le monde participait. Tout le monde peut venir ici du monde entier pendant 4 mois s'ils ont besoin pour participer à ce concours et avoir accès à ces locaux. Bien sûr, ce n'est pas accessible à tout le monde sans avoir posé un dossier initial. Donc si vous avez une idée, un projet que vous voulez porter, vous devez construire un certain dossier d'un business plan, l'envoyer à Match Challenge et eux vont analyser ce dossier. Et si ça fait partie des 100 meilleurs dossiers qu'ils reçoivent, dans ce cas-là, vous êtes invité à passer 4 mois gratuitement ici. Il faut payer les locaux, donc l'habitation en Suisse, c'est quand même à la charge de la personne qui vient. Mais après, le fait de pouvoir utiliser les locaux et d'avoir accès à tous les coachs, ça c'est mis à disposition gratuitement par Match Challenge. Online, c'est faisable? Online, c'est faisable. Énormément d'éditions de Match Challenge où une bonne partie des startups se font aujourd'hui en restant là où ils sont et en participant à travers juste des moments spécifiques où soit elles viennent pour quelques jours, soit ils viennent même pas et ils font à chaque fois des appels vidéo avec le staff et les panels de juristes qui déterminent qui est-ce qui gagne ou pas la compétition. Un dernier mot pour l'économie africaine ou l'économie du tiers-monde en mal ou en crise d'idées pour le développement économique. Qu'est-ce que vous pouvez leur... Parce qu'il y a plein d'énergie, plein d'opportunités dans les pays du tiers-monde, notamment en Afrique. Mais bon, voilà, les idées sont un peu limitées. Mais cette plateforme, c'est une des clés au fait, du développement économique et financier de tout un pays. Oui, l'entrepreneuriat et je pense que c'est pas une question de tiers-monde ou de pays en voie de développement ou pays développés. Je pense que c'est plus une question de volonté personnelle, de travail, de discipline mentale. Et l'entrepreneuriat, c'est une des voies les plus nobles qui rendent heureux que je connaisse. Parce que ça travaille l'esprit critique, ça travaille la résistance émotionnelle à la duresse, le fait de rester heureux malgré le fait que les choses autour pètent un câble. Donc j'aurais toujours tendance à essayer de promouvoir le fait de se lancer dans une activité, même si elle rate, pour pouvoir essayer de grandir personnellement. Et je pense que les pays en voie de développement, tu as utilisé le Kinshasa, la République démocratique du Congo. Ouais, la ville Kinshasa. Vous n'êtes pas en reste du tout sur les idées. Là-bas, plus l'organisation est difficile, plus il y a des potentiels de développement et plus les idées fusent. Donc après, c'est qui est-ce qui a les forces, les épaules, la mentalité de pouvoir porter le projet. Comme on a dit, on vous a trouvé en plein travail. On ne peut pas trop vous retenir. À Simon, nous disons merci à toi qui nous conduit, qui nous fait découvrir les secrets du boom, du développement du boom économique ici en Suisse et au canton de Vaud, très précisément la commune de Rennes, la ville de Rennes. Peut-être à une très prochaine. Ouais. Les gens qui vont nous suivre, qui ne vont pas hésiter à prendre contact avec vous pour discuter, de voir comment est-ce que vous pouvez exporter justement cette matière grise à d'autres coins du monde. Pourquoi pas? Absolument. Ouais, ouais. Absolument. Merci beaucoup. Nous sommes là où la vie se transforme. Vous passez de la vie estudiantine à la vie professionnelle. Et c'est ici où tout se passe. Suivez-moi. Là, nous sommes à un autre département. Voilà. En fait, donc le master INOKIC, qui est un master HES, haute école spécialisée, ce qui est une formation universitaire. La formation universitaire, elle est très théorique. Elle fournit beaucoup de moyens intellectuels, mais des fois, les meilleures idées se cassent les dents contre la pratique. Donc le master INOKIC... Donc il y a un décalage entre la vie pratique, la vie professionnelle et la vie estudiantine. Voilà. À peu près ça. En fait, c'est exactement ça. En fait, la gestion de projet, avec tout ce que ça implique de problématiques concrètes, immédiates, la gestion de projet, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'un apprentissage entier, unique, indépendant. Donc le master INOKIC, il a été créé un peu pour ça. Donc là, en fait, on a une cellule, enfin une filière de formation
où les étudiants vont interagir avec des entreprises sur des projets. Et en fait, la formation des étudiants, ça va être de se mettre en groupe, de suivre des projets pour des entreprises. Alors il y a certains projets, ça peut être des toutes petites entreprises, hein. Ça peut être même éventuellement des projets estudiantins autonomes. Alors, pour bien comprendre l'interaction, c'est-à-dire que les entreprises mandatent, disons, l'université ou mandatent la fondation, justement pour des projets bien précis, et les étudiants s'y mettent pour trouver des solutions, c'est ça en fait? Alors, c'est exactement ça. Et comme toujours, dans toutes les problématiques, une problématique, elle est jamais... Enfin, une problématique qui a une seule cause, une seule solution, en fait, c'est pas une problématique. C'est juste un petit délai. L'intérêt, c'est qu'une entreprise qui arrive avec un projet, elle va constituer un groupe d'étudiants. Il y aura des designers, il y aura des gens qui vont être orientés sur l'économie. Il y aura toute une cellule qui se met en place. Voilà. Et en fait, parce que c'est un projet universitaire, il y aura en même temps une liberté académique, une liberté enfin, il y a moins de contraintes sur la réussite. Des fois, quand on est en entreprise, si un projet il capote, on peut être embêté parce qu'on a des comptes à rendre. Là, une entreprise qui a envie de faire de l'innovation, elle va pouvoir trouver des ressources qu'elle n'a pas forcément en interne. Innover ou inventer? Innover, inventer, enfin... S'il y a une nuance, hein. Oui, innover, c'est le mot valise, mais face à une problématique, une entreprise qui a envie de trouver de nouvelles solutions, ici, elle va pouvoir trouver des compétences et elle va pouvoir laisser de la liberté dans le fait d'amener des solutions. En fait, souvent, une entreprise va arriver dans le but d'innover, elle va repartir en ayant inventé. Ah ouais. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire au sein d'une entreprise, Oui. parce que une entreprise, son objectif, c'est pas forcément d'inventer des nouvelles choses. Une entreprise, elle doit fonctionner au mieux dans ce qu'elle fait. Un cas absolument typique, une petite anecdote, quand les imprimantes HP étaient au summum de leur gloire, il y a un type qui a dit « moi j'ai une idée, on pourrait faire une souris, on n'est pas obligé de tout faire au clavier ». Et en fait, ça a donné la souris qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pas directement les imprimantes qui ont commercialisé. Mais c'est parti quand même d'une invention. Il y a une invention quelque part, et puis il y a une innovation, c'est-à-dire qu'on a amélioré ce qui a été déjà inventé. Alors justement, c'est ça le truc, c'est qu'à un certain moment, l'entreprise essayait d'innover sur des produits qu'elle avait, à savoir des imprimantes, et une branche de cette entreprise a inventé la souris, qui ensuite a été commercialisée, mais pas directement dans l'entreprise. Et c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement important, de pouvoir partir d'un certain nombre de ressources, parce qu'ici il y a des ressources universitaires. Il faut quand même garder en tête que les universitaires, ils ont des ressources. Ils ont des ressources au niveau des connaissances, ils ont des ressources au niveau des compétences, ils ont des ressources au niveau de l'excellence. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'université, c'est là qu'on trouve les gens qui sont experts dans le domaine. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir une filière master et de rester en contact avec l'université, parce que moi, par exemple, en tant que chimiste, j'ai des compétences sur les normes environnementales, j'ai des compétences en mathématiques, et donc du coup je suis capable de calculer, de réfléchir, d'amener une réflexion jusqu'au bout. Et c'est pour ça en fait que l'innovation et a fortiori l'invention, elle est possible, parce que j'ai une culture, et ici les gens ont une culture qui est suffisamment large et ils sont suffisamment curieux pour pouvoir aller plus loin.
Ok, mais peut-être une dernière question avant de quitter ce département qui est très important, qui fait l'interaction entre les entreprises et, disons, le monde universitaire, entre les étudiants. Quelle différence faites-vous entre, quand on dit un master en sens large, et master Inokik, hein, j'ai vu, c'est marqué quoi? Inokik, ouais. Inokik, quoi. Alors, la reconnaissance académique, c'est un peu polémique, mais il y a une question de reconnaissance académique. À quoi sert la reconnaissance académique? À légitimer une fiche de salaire. Le système de master, en fait le système des universités, bachelor, master, c'est simplement un système qui garantit un certain nombre d'heures de formation. On garantit que la personne a passé un certain temps à étudier. Le master Inokik, c'est dans le nom en fait, c'est Innovation Kickstarter. Donc c'est un master qui vaut n'importe quel autre master, mais là où un master en chimie organique va être orienté chimie organique, ce master Inokik, il sera orienté réalisation de projet. Il faut savoir qu'on n'est jamais seul à réaliser un projet, c'est rare qu'on soit seul à réaliser un projet, et là où typiquement on a vu Scientific Visual, il y avait cette idée initiale de trouver une solution, et derrière il y a le fait de récupérer des compétences, de créer en fait un projet, et d'avoir un groupe où chacun va pouvoir mener le navire. Ok, donc si on comprend bien, le master Inokik a pour objectif d'abord de répondre à un besoin quelconque, mais en utilisant plusieurs compétences. Voilà. Universitaires, bien sûr. Voilà, c'est ça en fait qui est génial, c'est que ça permet entre le makerspace qui va créer du prototype et l'universitaire qui a l'idée d'un projet. Ici, on est vraiment à la jonction où les gens ont la possibilité de créer des idées et on peut considérer ça comme un marché? Oui, absolument. Vous êtes étudiant à l'université de Kinshasa, en Polytechnique, à ISTA, à Lubumbashi. Vous voulez solliciter une formation au niveau de la ville de Renan. Voyez, c'est ici, c'est la fondation qui s'occupe de cela. Contactez-nous, la communauté congolaise de Renan et Ouest de Lausanne. On peut vous orienter et vous guider. À très bientôt. Vous avez suivi le reportage que nous avons fait avec ces responsables qui conduisent nos étudiants, nos deuxième âges et nos retraités. Vous avez un projet, contactez la communauté congolaise de Renan et Ouest Lausanne afin de vous accompagner pour réaliser vos idéaux, vos rêves, vos projets. À très bientôt. Voilà, merci Simon qui nous a fait vivre, disons, de l'idée à l'utilité publique, je dirais de l'idée à l'entrepreneuriat, de l'idée à la réalisation, des rêves à la matérialisation grâce aux ateliers de Renan. Peut-être un dernier mot. Oui, merci infiniment. Merci de participer, merci en fait de questionner. C'est une chance d'avoir la possibilité de transmettre la passion, de transmettre ces opportunités, parce que beaucoup de gens ont des idées absolument géniales, mais on ne sait pas comment faire. On sait pas. Et ce sentiment de je sais pas, alors j'évite d'y aller, c'est quelque chose qui tétanise beaucoup de gens. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu énormément de chance de découvrir ce lieu grâce à la municipalité de Renan, en fait, grâce aux autorités politiques. Et c'est véritablement quelque chose qui a changé ma vie, parce que dans mes projets personnels, j'ai pu en fait passer à l'étape supérieure de création,
de réalisation. Et c'est quelque chose en fait qui est une chance et qui est une chance inouïe de pouvoir le transmettre la passion à d'autres. Donc merci infiniment. C'est nous qui te remercions. Espérons que les jeunes universitaires, les universités, les citoyens lambda qui ont envie de vivre leurs rêves, hein, que ça ne reste pas utopique, mais qu'on peut faire vivre son rêve. Voilà un exemple de l'atelier de rêve. Merci à toi, le sénateur de Lausanne, Pierre Mbondo, pour ce beau reportage qui nous a accompagnés. Merci et à une prochaine.